Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes nombreux ce soir derrière vos écrans et bienvenue à ce nouvel événement de l'Association luxembourgeoise des juristes de droit bancaire et financier, dont le sujet aujourd'hui sera le gage de la loi de 2005 sur le contrat de garantie financière. Nous sommes en fait ici présents à cause de deux articles du Code civil, les articles 2284 et 2285. Je vois un petit peu la terreur ici dans les intervenants qui se situent derrière moi parce qu'ils n'avaient pas prévu de parler de ces deux articles du Code civil. Mais je les rassure, c'est seulement des articles dont nous parlerons en introduction. Ils pourront se concentrer sur d'autres dispositions législatives lors de leurs interventions. Bon. Ces deux articles qui sont chers au professeur français Aubry Hérault et à leur théorie du patrimoine, que prévoit-il? Je vais les lire quand même pour que vous puissiez vous les rappeler. L'article 2284 prévoit que quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. Et l'article 2285, encore plus important ce soir, prévoit que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Ces articles sont donc importants. Ils posent, et surtout l'article 2285, le principe tout d'abord que les biens du débiteur sont le gage commun du créancier, et surtout que s'il y a plusieurs créanciers, eh bien, il y aura concours entre eux sur les biens de ce débiteur. Une fois ce principe posé, il est facile de comprendre que l'un des principaux enjeux pour un créancier qui est un tant soit peu diligent et qui veut obtenir son remboursement, ce sera de réussir à obtenir et de pouvoir mettre hors d'atteinte du gage général de tous les autres créanciers certains biens afin de garantir le remboursement de sa dette. Et c'est dans ce contexte que les contrats de garantie financière, qui seront notre sujet aujourd'hui, constituent un instrument juridique d'une efficacité unique. Une efficacité unique en droit luxembourgeois et en droit européen, comme nous pourrons vous le présenter aujourd'hui. Il était donc indispensable qu'une doctrine cohérente se construise à ce sujet. Beaucoup d'articles ont déjà été écrits, mais il manquait peut-être jusqu'à ce jour un ouvrage cohérent, un ouvrage qui regrouperait les avis d'experts reconnus sur les sujets que les praticiens, sur les questions que les praticiens se posent tous les jours en matière de contrat de garantie financière. Et c'est avec un petit peu de fierté aujourd'hui que j'annonce dès lors la parution de cet ouvrage, dont nous fêtons aujourd'hui la parution, cet ouvrage sur le gage de la loi de 2005 sur les contrats de garantie financière. C'est un ouvrage qui est édité et qui va bientôt paraître dans notre collection La vie du droit bancaire et financier, qui est édité par l'éditeur Antimis. Et c'est un ouvrage qui regroupe sur toute une série de points brûlants, de sujets saillants, et bien les contributions d'experts reconnus en la matière. Je vais me permettre de les énumérer ici pour les remercier pour le temps qu'ils ont passé à rédiger leurs articles qui ne manqueront pas de retenir votre intérêt. Donc, parmi ces contributeurs, nous avons Azadek Djazayeri, Franz Fayot, Margot Félix, Patrick Géortet, Steve Jacobi, Laurence Jacques, Richard Ledin Santiago, Melinda Pereira, Alex Schmidt, Henri Wagner, Armel Weiss et Hannes Westendorf. Bien sûr, en raison des contraintes sanitaires et du format de nos événements, il n'était pas possible que chacun d'entre eux soit présent aujourd'hui. Il nous semblait néanmoins important, pour fêter la parution de cet ouvrage, d'en rassembler une sélection de certains d'entre eux pour justement aborder, je dirais, les thèmes les plus brûlants qui font l'objet des contributions dans cet ouvrage. Laissez-moi donc vous présenter les intervenants de cette soirée qui sera menée, présidée, je dirais, tout d'abord par Maître Philippe Dupont, qui est avocat à la Cour, associé fondateur et chairman d'Arendt et Medernach, qui est membre du conseil d'administration de la LJB et un spécialiste reconnu du droit bancaire et financier. Nous aurons également le plaisir d'entendre le professeur André Prume, qui est professeur notamment à l'Université de Luxembourg et président de l'Institut Grand-Ducal, la section des sciences morales et politiques. Nous pourrons également entendre Maître Patrick Géortet, qui est avocat à la Cour, managing partner de Linklaters Luxembourg, grand spécialiste en droit bancaire et financier et un contributeur régulier de notre bulletin Droit et Banque. Maître Laurence Jacques est également parmi nous. Elle est aussi avocat à la Cour. Elle est associée du cabinet Insolvo, grande spécialiste du droit des procédures collectives. Elle est régulièrement nommée par les tribunaux pour exercer des mandats judiciaires et pourra donc partager son expérience en la matière. Parmi nos orateurs ce soir, nous aurons également Maître Melinda Pereira, avocat à la Cour et associée du cabinet Linklaters Luxembourg. Elle est un des membres clés au sein de ce cabinet de l'équipe Capital Markets et Banking de Linklaters.
Et enfin, last but not least, maître Alex Schmidt, avocat à la Cour et senior partner au sein du cabinet Bonnet Schmidt. C'est un praticien reconnu du droit des affaires et également un contributeur important à la doctrine luxembourgeoise. Il est à ce titre notamment membre du comité du journal des tribunaux Luxembourg. Voilà, je vous laisse donc entre les mains de ces experts et vous souhaite une excellente soirée. Je pense que la parole est à Philippe. Merci. Le gage est un contrat. Et comme tout contrat, il suppose que les parties au contrat aient la capacité de le conclure. C'est une banalité, vous me direz, mais ces banalités, il faut bien y faire attention. Et Patrick, si aujourd'hui tu devais établir une liste, une checklist que les banques devraient bien garder pour dire chaque fois que nous concluons un contrat de gage avec nos clients, personnes physiques, qu'est-ce que tu mettrais sur cette checklist comme point d'attention particulier ? Merci beaucoup Philippe, merci de me confier donc cette tâche de vous rédiger en quelques minutes une checklist que vous utiliserez pour toutes vos opérations. En bon avocat, je commencerai donc par soit modestie, soit en tout cas donc une limitation de responsabilité en disant que bien entendu je me limiterai aux points saillants. Mais avant peut-être de commencer la checklist, je voudrais peut-être faire l'un ou l'autre petit rappel. Bon, tout d'abord, comme Philippe l'a indiqué, le contrat de gage est un contrat et donc ça signifie qu'à l'instar de tout autre contrat auquel les praticiens, auquel les banquiers sont confrontés, eh bien, il devra répondre aux conditions essentielles de son existence et notamment la capacité. Deuxième rappel que je voudrais formuler, c'est que nous avons une certaine sociologie de la place. La place, comme vous le savez, est internationale. Et donc, ça signifie qu'il existe de nombreuses situations qui présentent un élément d'extranéité, notamment en ce qui concerne le constituant du gage. Que ce constituant soit du reste une personne physique ou une personne morale. Donc ça veut dire qu'il y aura, à partir du moment où se pose un problème d'extranéité, un certain nombre de questions préalables de droit international privé qu'il conviendra de résoudre avant de s'attaquer en quelque sorte au fond de votre checklist. Je rappelle à cet égard que la matière de la capacité est une matière qui n'est pas couverte par le règlement de Rome qui régit donc le droit applicable aux obligations contractuelles, ou plus exactement le règlement de Rome ne couvre la matière de la capacité que de façon extrêmement marginale, et ça veut dire que en règle, il faudra avoir égard au pays dont le constituant est ressortissant, qu'il soit encore une fois une personne physique ou une personne morale. Je n'ai pas oublié la checklist et j'y reviens maintenant, et je commence donc par les personnes physiques. Donc la première chose à laquelle vous devrez vous intéresser, me semble-t-il, c'est la nationalité, parce que la nationalité vous donnera en matière de capacité le droit applicable et vous dirigera dans ce cas-là vers le droit matériel. Alors, je ne vais pas évidemment être en mesure de couvrir tous les droits matériels généralement quelconques qui sont susceptibles de se poser, mais à partir, je dirais, d'une lorgnette luxembourgeoise, si j'arrive donc au droit luxembourgeois, il n'y a rien de révolutionnaire en réalité. Donc, il n'y a pas non plus de règles extraordinaires en la matière. Il y a des mineurs, il y a des majeurs, il y a éventuellement des majeurs qui sont soumis à des régimes de protection, mais n'oubliez pas que si vous avez affaire à une personne de nationalité non luxembourgeoise, il y a peut-être un certain nombre de règles spécifiques en matière de capacité qui pourraient avoir un impact sur la validité de votre opération. Première chose, c'est la nationalité. Deuxième chose, et ça concerne un petit peu, je dirais, la personne physique que vous aurez en face de vous, la question des régimes matrimoniaux est également susceptible de se poser. Et là également, il y a un certain nombre de questions préalables de droit international privé auxquelles il conviendra de s'intéresser. Alors, comme vous le savez probablement, la matière du droit international privé qui régit les régimes matrimoniaux a évolué récemment, en ce sens que nous avons maintenant un règlement européen un petit peu particulier, qui est le règlement 2016-1103, qui est un règlement qui n'est pas tout à fait normal et qui résulte d'une procédure de coopération renforcée, mais coopération renforcée à laquelle le Luxembourg a adhéré. Et donc ça signifie que nous avons maintenant, en quelque sorte, de nouvelles règles de droit international privé
qui reflètent dans une large mesure ce qui existait préalablement. Et si je peux le résumer, je dirais en deux points saillants. Le premier point saillant, c'est que la loi du pays de la première résidence du couple sera extrêmement importante. Et le second point saillant, c'est qu'il faudra éventuellement tenir compte d'un choix limité qui aura été fait par les époux à l'occasion de l'adoption de leur régime matrimonial. Une autre dimension à laquelle il faudra avoir égard et qui n'est pas nécessairement propre aux personnes physiques, c'est la question de savoir si vous avez affaire à une personne qui agit seule ou une personne qui agit avec d'autres personnes. Cette personne peut agir avec d'autres personnes, par exemple, parce qu'elle est en régime d'indivision. Et dans ce cas-là, ça signifie qu'il faudra une nouvelle fois avoir égard aux règles qui gouvernent l'indivision en question. Un autre point qui ne doit pas être négligé, c'est la question éventuelle de l'existence de démembrement du droit de propriété. Ce sont des choses qui se passent quand même régulièrement en matière d'instruments financiers. Alors là, la question qui se posera, c'est de savoir ce que le créancier gagiste désire obtenir comme sûreté. S'il désire obtenir une sûreté sur l'usufruit ou sur la nue propriété, en général, le créancier gagiste voudra obtenir une sûreté sur la pleine propriété. Ça signifie que dans ce cas-là, il devra s'assurer que tant l'usufruitier que le nu propriétaire sont partis à l'acte et qu'ils nantissent leurs droits respectifs pour permettre au créancier gagiste d'avoir accès à la propriété pleine et entière. Alors j'en ai terminé pour ma checklist personne physique au sens large. Mais là, tu nous as mis un peu l'eau à la bouche et donc je vous propose que tu continues peut-être sur la checklist pour les personnes morales. Ben écoute, avec beaucoup de plaisir. Et là, pour les personnes morales, on revient finalement aux questions de droit international privé. Le régime de rattachement, c'est aussi le régime de nationalité, mais il faut évidemment garder à l'esprit que lorsque l'on a affaire à une personne morale, eh bien, nous aurons un critère qui, à l'heure actuelle, en droit luxembourgeois, reste toujours celui du siège réel. Je sais qu'il y a un certain nombre, de tentations de passer donc à un régime qui sera peut-être plus proche de ce qu'on connaît dans les pays anglo-saxons, mais la loi du siège réel continue à s'appliquer. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est, et ça ce n'est pas neutre pour un certain nombre de véhicules luxembourgeois, c'est le principe de la spécialité légale. Principe de la spécialité légale, le type de véhicule auquel on a affaire, et également certaines, variétés de véhicules qui ont été créés par le législateur et qui, dans certains cas, peuvent avoir un impact sur la capacité de ces véhicules à octroyer des sûretés. Je pense notamment aux organismes de titrisation. Je pense également, par exemple, aux sociétés de patrimoine familial qui ne peuvent pas faire la même chose que des SOPARFI traditionnels. Je pense aussi, même si c'est quelque chose de relativement récent et que ce n'est pas une règle luxembourgeoise, à la capacité qu'ont par exemple des fonds monétaires à octroyer certains types de sûreté sur leurs actifs. Donc le principe de la spécialité légale sera important. À quel type de véhicule a-t-on affaire ? Le deuxième élément qui sera important dans votre checklist, c'est la spécialité statutaire, c'est-à-dire que vous allez prosaïquement demander et obtenir les documents constitutifs, les statuts du véhicule, et vous vous intéresserez évidemment à la clause d'objet social, puisque la clause d'objet social est quelque part la mesure dans le concret de ce que le véhicule est autorisé à faire et la raison pour laquelle le véhicule a été créé. Alors, à ce niveau-là, je peux peut-être rassurer un certain nombre d'entre vous, en ce sens que pour certains types de véhicules, il existe quand même un régime de protection depuis maintenant plusieurs décennies qui permet d'éviter les problèmes à l'occasion de l'octroi, par exemple, d'une sûreté ultra vires. Mais il convient malgré tout de rester extrêmement attentif à cet aspect des choses, d'autant plus qu'en tant que banquier, en tout cas pour les banquiers qui sont
aujourd'hui donc virtuellement avec nous, mais vous aurez de toute façon accès aux documents constitutifs, ne fût-ce que pour avoir respecté vos obligations en matière de prévention du blanchiment. Un autre élément qui est important, c'est tout ce qui concerne l'assistance financière. Là également, des restrictions en matière d'assistance financière pour certains types de sociétés, essentiellement les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action. Ces sociétés ne peuvent octroyer de sûreté pour garantir la souscription ou l'acquisition de leurs propres actions. Et c'est encore une fois un principe légal. Donc ça signifie que si on ne s'y conforme pas, on encourt un certain nombre de sanctions qui peuvent être, le cas échéant, assez sévères. Dernier point de ma petite checklist personne morale, c'est l'intérêt social. Alors là, c'est un vaste sujet. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Je dirais en résumé, gardons comme principe que des garanties qui sont octroyées par des maisons mères pour les obligations de leurs filiales semblent plutôt, je dirais, anodines et donc ne devraient pas donner lieu, je dirais, à de soucis excessifs. En revanche, si vous avez affaire à des garanties ou des sûretés qui remontent ou des sûretés donc croisées, là, il faudra évidemment faire preuve de doigté et de prudence. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable, mais ce n'est pas exactement la même chose que des garanties descendantes. Merci Patrick. On va continuer avec Laurence pour respecter un peu notre temps de parole. Laurence, tu as préparé pour le livre une contribution sur les droits accessoires attachés aux titres qui sont mis en gage. Alors évidemment, le titre en tant que tel qui est mis en gage représente une valeur pour le créancier, sinon il ne le prendrait pas en gage. Et il peut espérer, au cas où il n'était pas payé, réaliser son gage en vendant le titre. Mais le titre ne représente pas que cet actif financier qu'il peut, le cas échéant, réaliser pour se faire payer. Il représente bien plus pour lui. Il représente pour lui également une possibilité d'agir par rapport à ces titres. Il a donc d'autres droits sur le titre qui peuvent être pour lui tout à fait déterminants. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Merci André. Alors cette contribution, je l'ai faite avec Franz Fayot, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais que je remercie également. En effet, les droits du constituant du gage ne se limitent pas au droit de réaliser les titres gagés. Lorsqu'on bénéficie d'un gage sur des titres gagés, on bénéficie également des droits dits accessoires. Et parmi ces droits accessoires, on va distinguer les droits politiques, des droits patrimoniaux qui sont attachés aux instruments gagés. Alors, parmi les droits politiques, on visera essentiellement et plus généralement le droit de vote, mais pas seulement. Il y a le droit de vote permet également le droit de participer à l'Assemblée générale et le droit évidemment de prendre des résolutions écrites le cas échéant. Mais il y a également le droit à l'information et plus particulièrement le droit à la communication de documents ou le droit à l'information, le droit de poser des questions. Alors, en ce qui concerne les droits patrimoniaux, de façon générale, la loi vise les fruits et produits qui sont attachés aux avoirs gagés. Et donc, appliqué à des actions, par exemple, on visera le droit aux dividendes, le droit à toute distribution, mais également le droit au remboursement de l'apport ou encore le droit au boni de liquidation. Alors, la loi sur les garanties financières vise dans les articles 8 et 9 le sort des droits accessoires attachés aux titres gagés. Et de façon générale, elle laisse la part belle à la liberté contractuelle. Ainsi, on peut très bien convenir à la constitution du contrat, à la constitution du gage, que le constituant du gage bénéficiera des droits attachés aux instruments financiers ou, à l'inverse, que le créancier gagiste, dès la conclusion du contrat, pourra effectivement exercer les droits de vote ou bénéficier du droit aux dividendes et des droits au paiement qui sont liés aux instruments gagés. Les parties pourront également librement convenir du moment
à partir duquel l'exercice des droits attachés aux instruments gagés pourra s'effectuer. Et elles pourront éventuellement conclure, si elles le souhaitent, qu'il y a certaines formalités à respecter. On pourrait très bien imaginer, par exemple, qu'avant d'exercer un droit de vote, les parties conviennent que le créancier gagiste doive procéder à une notification auprès du débiteur ou du constituant du gage qu'un événement dont elles ont convenu est avéré et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, le constituant du gage a décidé d'exercer les droits de vote. Alors, ce que la loi dit clairement, c'est qu'à défaut de convention, alors le sort des droits accessoires est réglé comme suit. Les droits patrimoniaux sont au bénéfice du créancier gagiste, qui lui va percevoir les fruits et produits, donc les dividendes par exemple, et les affecter à sa créance ou bien les conserver comme des avoirs nantis. Et quant aux droits politiques, ceux-là, ils seront réservés aux débiteurs ou aux constituants du gage, pardon, jusqu'à ce qu'un événement convenu arrive ou simplement jusqu'à la fin du contrat. Mais ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, j'imagine que l'intérêt du créancier qui est garanti, c'est de pouvoir, à un moment donné, exercer son droit de vote. Et je voudrais te poser à ce titre-là la question suivante. Imaginons que les titres engagés, ce soient les titres des parts sociales d'une SARL, et que ce soit la majorité des parts sociales d'une SARL. Si le créancier peut, à un moment donné, exercer les droits de vote sur ces parts sociales, il pourra remplacer la gérance de la SARL. Il peut vraiment prendre totalement le contrôle de la société dont les parts représentent sa garantie. C'est bien ça ce qu'il peut faire. Et s'il peut le faire, est-ce qu'il doit exercer ce droit de vote avec une certaine précaution, ou est-ce qu'il peut éventuellement aller trop loin? Alors, effectivement, bon, c'est tout l'intérêt, effectivement, je pense, de pouvoir bénéficier des droits de vote lorsqu'on est créancier gagiste, pardon. Je vais prendre un exemple simple. Donc, cette SARL, elle a contracté un prêt auprès d'une institution financière pour acquérir un centre commercial en Allemagne. Et il se trouve que ces revenus sont générés par les loyers qui sont perçus sur le centre commercial. Et ces revenus, elle les alloue par la suite au paiement des intérêts, aux échéances périodiques. La crise sanitaire arrive et la crise du Covid arrive, et on est en plein dedans d'ailleurs. Et il se trouve que les locataires du centre commercial ne sont plus à même de payer leur loyer, ce qui entraîne une perte de revenus pour la société qui a emprunté ces fonds. Et cette société n'est plus à même de payer ses intérêts à l'échéance convenue. Qu'est-ce que va faire la banque qui a bénéficié d'un gage sur les titres de cette SARL? Eh bien, la banque, elle va dire, écoutez, vous êtes en défaut et j'ai le droit, à partir de maintenant, d'exercer tous les droits qui sont liés au gage. Et quand je vais faire cet exercice, typiquement, face à moi, je vais avoir une réaction. Je me place dans la position du créancier gagiste. La société emprunteuse va typiquement réagir en disant « Attendez, nous, on n'est plus en mesure de générer des revenus, on est en défaut vis-à-vis de vous. La première chose qu'on doit faire, c'est prendre des mesures de protection et on va faire l'aveu de faillite. » Face à cela, la banque va dire « Attention, ici, j'ai la possibilité ou bien de réaliser les titres gagés, mais je n'ai peut-être pas de marché. » Aujourd'hui, la crise du Covid fait en sorte que vendre les titres à tout prix pourrait ne pas désintéresser intégralement ma créance. Et donc, c'est un risque pour moi. M'approprier les titres, outre les questions réglementaires dont je ne ferai pas état ici, c'est peut-être pas dans l'intérêt de la banque d'avoir des titres à son actif de bilan d'une société qui est en insolvabilité latente. Et donc, elle peut très bien, alors à ce moment-là, se dire je vais exercer mes droits de vote, changer l'organe de gestion, puisque c'est la prérogative absolue finalement du bénéficiaire du droit de vote, et nommer à la place de nouveaux gérants. Ces gérants, évidemment, on va choisir des gérants qui ont, il n'y a pas de prérequis dans la loi, mais qui ont quand même une certaine connaissance de l'activité de la société débitrice. Et ces gérants, eux, vont devoir agir, non pas dans l'intérêt exclusif de la banque qui a consenti le gage, mais dans l'intérêt de la société et dans l'intérêt social, ce qui signifie à la fois dans l'intérêt
de la banque, mais également des autres créanciers de la société en question et éventuellement de ses actionnaires qui, eux, n'ont pas disparu pour autant, puisque le créancier gagiste, la banque en l'occurrence, n'a fait qu'exercer les droits de vote. Et donc là, c'est un chemin qu'elle peut prendre, qui est un chemin qui, à mon sens, doit être exercé dans le but de préserver sa créance et sans doute dans le cadre d'une mesure relativement temporaire. Avec cet organe de gestion nouvellement nommé, elle va pouvoir éventuellement envisager un moratoire, typiquement ce qu'on appelle un standstill, au terme duquel elle va accorder éventuellement une échéance plus longue ou un délai de paiement ou d'autres conditions au contrat de crédit afin que la société débitrice puisse à un moment donné récupérer les actifs ou en tout cas arriver à une situation, améliorer sa situation financière. Très bien. Mais je pense qu'on épuise aussi un peu notre temps de discussion. Mais si je t'ai bien compris, je pense que c'est un message très important. C'est que la banque, évidemment, peut exercer, dans notre exemple, son droit de vote. Elle peut mettre en place une gérance nouvelle dans le but ultime d'espérer d'être intégralement remboursée de sa créance, alors que dans ton exemple, elle ne pouvait peut-être ne pas l'être au moment où elle a pris la décision d'exercer son droit de vote, mais sans perdre de vue qu'elle se place dans une position nouvelle en tant que gérant ou indirectement gérant, et que donc le fameux intérêt social de l'entité elle-même qui a été pris sous contrôle doit rester la boussole d'un comportement raisonnable. C'est bien ça. C'est bien ça. Et par ailleurs, j'ajouterai encore une chose, la tentative ou la tentation peut être grande de vouloir s'immiscer dans la gestion. Avec ce nouvel organe de gestion qu'on a nommé, on a peut-être tendance à vouloir lui donner des instructions ou des directions vers lesquelles on va avoir tendance à le mener en disant peut-être vous allez gérer cet actif de telle façon plutôt que d'une autre. Et je pense que là, il y a un risque, effectivement. À ce stade-là, non seulement la société est toujours face à une insolvabilité latente, ce qui ne promet rien quant à son avenir futur, et plus la banque va s'immiscer dans la gestion de la société, plus elle risque d'encourir une certaine responsabilité de gérant de fait et de s'exposer éventuellement, si la société défaillait vraiment, à un risque d'action en comblement de passif. Donc, à manier avec délicatesse. Merci. Tout à fait. Merci bien. Mélinda, lorsque en fait la valeur des titres qui sont mis en gage en faveur d'un premier créancier excède la valeur de la créance garantie, économiquement, le constituant peut avoir un intérêt à pouvoir nantir ces titres à un second créancier qui sera alors peut-être un créancier de deuxième rang. Ce qui est intéressant, c'est que la loi de 2005 a pour la première fois établi un véritable régime pour les gages de second rang. Et dans ta pratique, où est-ce que tu vois ces situations où il y a un gage de second rang qui est constitué? Est-ce que c'est typiquement une situation de chronologie, c'est-à-dire il y en a un qui vient en premier, il y a un an plus tard, il y en a un autre qui vient, ou est-ce qu'il y a aussi des situations où ça se fait finalement concomitamment? Merci Philippe. Je tiens à préciser que j'ai écrit cet article avec Annès et donc je le remercie également. Je prends cette occasion pour le remercier. Donc pour répondre à ta question Philippe, effectivement nous voyons ce genre de mécanisme de gage de différents rangs dans les financements structurés. Plusieurs sources de financement, donc plusieurs types de créanciers qui souhaitent avoir un nantissement sur le même actif. Et donc du coup il y aura une distinction entre les créanciers par le rang. Pour les besoins de cette table ronde, en fait, je vais toiser uniquement la subordination contractuelle et pas du tout la subordination structurelle, puisqu'il y a aussi une possibilité de mettre des créanciers différents dans la structure de détention de l'actif. Mais ici, on va se concentrer sur la subordination contractuelle. Les types de financements qu'on voit, c'est des financements que vous avez tous entendus, des financements seniors qui bénéficient en général d'un gage de premier rang, des financements mezzaneurs qui bénéficient en général de gages de second rang. Je m'arrête à 2 niveaux, mais effectivement, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et la seule limite, je dirais, ce sont la liberté contractuelle et puis aussi la dette que le groupe peut porter
et en faisant le ratio par rapport à la valeur de l'actif, en fait. Donc, on a cette grande liberté de constituer autant de gages que l'on souhaite, sous réserve de la valeur de l'actif. Et la terminologie de la loi de 2005 nous offre cette possibilité, puisqu'on ne parle pas de premier rang et de second rang, mais on parle de premier rang et de rang subséquent, inférieur. Et donc, du coup, on a vraiment cette grande liberté. Par rapport à l'échelle temporelle, de savoir si ça arrive en même temps ou si ça arrive à plusieurs moments. Mais là encore, on a une grande liberté contractuelle et donc il est tout à fait possible d'avoir un financement senior premier en rang, un financement mezzanine second en rang, mais il n'est pas rare de voir un premier financier arriver qui bénéficie d'un gage de premier rang et puis un autre financier arrivé qui, lui, veut bénéficier du premier rang pour différentes raisons et les créanciers se mettent d'accord entre eux pour changer cette chronologie et donc, quelque part, défier la temporalité et refléter la volonté contractuelle. Oui, mais alors, je dirais, quand on a, prenons l'exemple simple, on a juste 2 créanciers qui sont de rangs différents. Maintenant, il y a le premier créancier gagiste qui réalise. Et puis, l'idée, c'est en tout cas l'espoir du créancier gagiste de second rang, c'est qu'il reste un petit bout. Et il veut bien être sûr de garder la main sur ce petit bout qui reste. Et là-dessus, d'une certaine manière, il a besoin aussi de l'aide du créancier gagiste de premier rang. Et là, quelles sont un peu les obligations du créancier gagiste de premier rang ? Le créancier gagiste de premier rang est protégé dans le sens où la loi de 2005 lui permet de réaliser son nantissement comme il l'entend. L'article 6.4 de la loi fait un renvoi direct à l'article 11 et donc du coup il y a une grande liberté. Maintenant il ne faut pas se tromper. Quand un créancier gagiste réalise son nantissement, il sera forcément son appropriation, si on assume que c'est une appropriation, si on suppose pardon que c'est une appropriation, sera revue de manière très critique par le constituant du gage, mais s'il y a des gages de rang subséquent, ce sera revu également de manière très critique par ceux de rang subséquent, évidemment. Supposons donc que le créancier gagiste de premier rang réalise et qu'il y a un excédent. Normalement, on va dire dans l'immense majorité des cas, en général, il y a une convention intercréancier qui a été passée entre créanciers qui règle cette situation. Et donc, normalement, on devrait avoir un traitement contractuellement prévu de cet excédent en faveur du créancier gagiste de second rang, si on prend 2 rangs. Maintenant, l'article 6.4 de la loi prévoit une position de défaut si jamais on a un excédent. Que faire de cet excédent ? La loi prévoit que cet excédent peut être détenu par un tiers convenu, par le créancier gagiste s'il le souhaite, suivant les instructions du créancier de rang subséquent, et si jamais ils n'arrivent pas du tout à trouver un accord, de le placer dans un établissement de crédit sous séquestre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est cet excédent ? Parce qu'en fait, si on fait une appropriation des titres, l'excédent, c'est une valeur, mais celui qui vient d'approprier soit donne une partie des titres au créancier second rang, soit va décider de monétiser cette valeur-là et lui donner l'argent. Maintenant, peut-être que le créancier second rang ne se satisfera pas d'avoir de l'argent et voudra les titres. Et donc, il est quand même fortement recommandable d'avoir une convention intercréancier pour justement toiser ce genre de problème. Effectivement, mais en fait, nous avons même des situations où le créancier gagiste de premier rang peut réaliser le gage avant même que sa créance ne soit due, simplement parce que ce que la loi appelle un fait entraînant la survenance d'un événement de défaut, là, dans ce cas, il peut réaliser même avant. Comment s'y prendre dans ce cas-là ? Lorsque vous avez un créancier gagiste de second rang qui peut réaliser que le créancier gagiste de premier rang ne peut pas, là, dans ces cas-là, vous avez une disposition particulière dans la loi. Avant de rentrer dans le détail de ce que la loi prévoit, je voudrais juste
faire une petite parenthèse, que c'est une situation qui est quand même relativement rare en pratique, puisqu'en général, vous avez ce qu'on appelle des défauts croisés. Et donc, quand un défaut survient dans un financement, par exemple mezzanine, pour reprendre l'exemple que nous avons cité, en général, ça va créer un événement de défaut également sous la position senior. Et donc, le senior sera également, aura la possibilité de réaliser. Mais supposons qu'il n'y a pas de convention intercréancier, où il n'y a pas de défaut croisé dans notre situation. Alors, dans ces cas-là, c'est prévu par la loi, l'article 6.5 de la loi, qui précise que le créancier second en rang ou de rang inférieur va aller voir les créanciers de rang supérieur pour essayer de trouver un accord. En général, grande bonne chance, parce qu'on est quand même dans une position et une situation difficile, donc ça me paraît un petit peu compliqué à ce moment-là de réussir à trouver un accord. Mais on ne sait jamais. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord et si on n'arrive pas à trouver un accord, il y a la possibilité, ce qui est prévu par l'article 6.5 alinéa 2, d'aller voir le président du tribunal d'arrondissement siégeant, statuant en référé, qui lui, en fait, va déterminer le mode de réalisation, la clé de répartition et la réalisation de l'actif, en fait, entre les différents créanciers. Ce qui m'amène à un exemple très concret, parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'un second en rang, pourquoi un premier en rang accepterait qu'un second en rang réalise ? Souvent, quand vous avez des financements, vous avez un financement senior, la qualité des prêteurs, on retrouve souvent dans ces prêteurs-là des banques traditionnelles. Ces banques traditionnelles n'ont pas nécessairement envie de réaliser l'actif, de devenir propriétaire d'un actif qui est potentiellement, comme le disait Laurence tout à l'heure, un petit peu en difficulté. Les mezzaneurs, par contre, en général, le profil des prêteurs est un peu différent. On a des private equiteurs qui ont dans leur portefeuille, quelque part, la gestion de ce genre d'actifs. Et peut-être qu'en fait, dans l'intérêt de tout le monde, il est mieux que le second en rang réalise devienne propriétaire et que notre senior continue à être créancier. Donc théorique, mais ça arrive quand même plus qu'on ne pense. Tout à fait. Et donc, c'est à la limite, je dirais, c'est même une belle voie pour les banques qui sont en général assez frileuses sur les appropriations et qui finalement profiteront du fait que les mezzaneurs seront peut-être un peu plus, je dirais, courageux pour réaliser ce genre de situation. Maintenant, je me suis posé une question, en fait, est-ce que le gage de second rang est d'ailleurs toujours possible ? Parce que je crois qu'il doit y avoir des situations où le gage de second rang n'est tout simplement pas possible. Est-ce qu'il y a des telles situations ou est-ce que en fait c'est toujours possible de prévoir un gage de second rang ? Alors il y a des limitations, il y a la volonté du créancier gagiste de premier rang, évidemment, pour la plupart des actifs pouvant être gagés une seconde fois ou plusieurs fois, il faut le consentement du créancier gagiste. Et celui-là peut librement le refuser ? Alors, les travaux parlementaires nous permettent de dire qu'il y a un droit discrétionnaire. Je ne fais que citer les travaux parlementaires, notamment lorsque la créance du créancier n'est pas déterminée. Elle est déterminable, mais elle n'est pas déterminée. Aussi, je pense que, est-ce que c'est un blanc-seing pour le créancier gagiste de premier rang ? Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, le créancier gagiste, s'il prend en considération son propre intérêt et qu'il y a des éléments factuels qui tiennent qui prennent en considération sa position, je pense que son refus pourra être accepté. Voilà. Donc, à mon avis, c'est sur une base factuelle qu'il faut regarder ceci. Effectivement, si vous avez une créance de 100, un actif de 1000, et que votre créance reste de 100, ce sera aussi un petit peu difficile d'apporter la preuve que ce n'est pas un petit peu abusif de refuser. Et est-ce qu'il y a aussi des obstacles juridiques ? Je pense à l'hypothèse où le créancier de premier rang s'est fait accorder un droit d'utilisation. Et je vois difficilement comment exercer le droit d'utilisation, parce que droit d'utilisation signifie en fait droit
d'abuser. Je veux dire, c'est le droit de vendre, c'est le droit de prêter, c'est le droit de... Voilà. Est-ce que ça se concilie avec un gage de second rang? Alors, effectivement, le droit d'utilisation bloque totalement la possibilité de donner des gages de rang subséquents. Maintenant, lorsque vous avez un gage de premier rang, rien n'empêche de donner un gage de second rang et que ce gage de second rang ait un droit d'utilisation. Et là, dans ces cas-là, ça bloquera la possibilité de donner des gages de troisième rang puisque vous avez ce droit d'utilisation. Ce droit d'utilisation, en fait, bloque la totalité, toute constitution de gages subséquents puisque c'est clairement édicté à l'article 6.3 de la loi. Mais c'est, somme toute, très logique puisqu'en fait, vous vous comportez comme si vous étiez propriétaire de l'actif. Donc, ça vide complètement la possibilité de donner un gage subséquent. Je vois qu'Alex, il brûle d'intervenir, donc on ne va pas le faire. Je ne brûle pas, je ne brûle jamais, moi. Attendre plus longtemps, ça, je ne garantirai pas maintenant, tout de suite. Voilà, donc revenons à des questions qui tournent autour de la réalisation du gage. Oui. Plus particulièrement, une première question qui constitue le fait de déclenchement de la réalisation du gage. Alors, le gage est adossé à une créance parce qu'il a vocation à en garantir le paiement. Il en est en quelque sorte, je dirais, l'appendice, pour ne pas utiliser un terme que je trouve un peu ambigu, d'accessoire, que Patrick ne m'en veuille cependant. Mais donc, il est calé sur une créance et cependant, la loi de 2005 permet très largement, et même au-delà de ce que la directive prévoit, que le créancier peut convenir avec le constituant du gage d'événements permettant la réalisation du gage qui interviennent, le cas échéant, avant même que le créancier ne soit en défaut. On vient d'en parler. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de telles situations, de tels cas? Merci André. Voilà, oui, nous avons ici un éminent spécialiste sur le caractère accessoire qui n'est autre que notre ami Patrick, qui va certainement pouvoir un peu compléter ce que moi je vais expliquer de manière un peu plus artisanale. Mais disons, tout part évidemment du Code civil. Donc le Code civil, article 2071, 2073, j'ai fait mes études en Belgique, donc j'ai toujours le 70, etc., qui dit effectivement que le gage est un contrat qui constitue une sûreté réelle pour assurer le paiement d'une créance. Pour assurer le paiement d'une créance. Donc, et alors, évidemment, à l'époque, monsieur Frédéric Laurent, monsieur Depage et d'autres auteurs que j'admire beaucoup, on dit, voilà, c'est un contrat accessoire. C'est un caractère accessoire. Il est accessoire à la créance. Alors, je crois que j'ai beaucoup réfléchi à cette question de l'accessoire et en réalité, je crois que c'est un faux problème. Ça c'est une conclusion que j'ai entre-temps rejoint parce que je crois que l'accessoire, on peut parler, on connaît en matière immobilière, le terrain attire l'immeuble qui construit dessus. Ça, c'est la théorie de l'accession. Ici, c'est pas la théorie de l'accession. Je crois que effectivement, quel est le but du gage? Le but du gage, c'est de faire en sorte que une créance qui existe ne soit pas compromise au profit du créancier. Alors, si on accepte cette approche-là, on peut très bien vivre avec l'article 1.6 qui parle donc des événements ou des faits générateurs entraînant la réalisation qui s'arrête à une défaillance, ça on le connaît, c'est le défaut classique, mais alors tout autre événement convenu entre les parties. Alors, tout autre événement convenu entre les parties, est-ce que en élargissant de cette manière mon champ d'application, est-ce que mon gage n'est plus accessoire? Mais non, mon gage, il est toujours là pour faire en sorte que le créancier soit protégé. Et si les autres événements que nous définissons sont des événements, même avant l'échéance, mais qui risqueraient
to jeopardize la créance, eh bien, alors à ce moment-là, ça reste, à mon avis, tout à fait dans la logique de l'accessoire. Mais ce n'est pas un accessoire matière immobilière, c'est un accessoire classique, etc. Voilà, donc je crois que en cela, et alors je peux donner comme exemple, parce que quels sont ces autres événements? Alors il y a, bon, je crois que la jurisprudence elle est connue, etc. Donc je n'ai pas besoin de la reciter ici, mais je crois qu'il faut un peu s'attacher toujours pour comprendre pourquoi ces événements, ces autres événements, at the end of the day, ça reste de l'accessoire, mais ce sont des événements, donc, comme j'ai dit, qui compromettent la situation ou qui seraient de nature à compromettre la situation du créancier gagiste. Et quels sont ces événements? Ces événements sont de plusieurs types. Il y a tout d'abord, et je crois qu'il y a aussi le pragmatisme, donc c'est notre législateur qui l'a dit, c'est notre jurisprudence qui l'a dit aussi, donc tout ça, toutes ces clauses sont évidemment licites et parfaitement acceptées aujourd'hui, donc il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Mais quelle était l'approche? L'approche de notre législateur luxembourgeois était de dire, soyons pragmatiques. Hein. Ici à Luxembourg, nous avons tellement de financements transnationaux, internationaux, du private equity, on en a parlé, des prêts, enfin, donc il faut laisser un maximum de flexibilité pour que, en fonction des différentes transactions, il faut prendre le contexte économique global d'une transaction. On ne peut pas, dans une grosse opération de financement, on ne peut pas dire « Ah, voilà, ici j'ai un contrat de gage, ça porte sur une créance de 250 millions d'euros, etc. » On va regarder, non, on va dire « Voilà, cette société est là, luxembourgeoise. » Elle fait partie d'un groupe, oui. Mais ce groupe, il a quoi comme activité? Il a des activités à travers tout le monde. Ah, il a des activités en Afrique. Ah, il risque peut-être d'être exproprié. Hein, donc peut-être que... voilà. Alors, s'il y a expropriation et qu'on le prive de sa substance, ça, c'est un événement qui, évidemment, doit pouvoir déclencher la mise en œuvre du gage. Je ne dis même pas la réalisation du gage, même pas peut-être l'exécution finale du gage, mais ça doit permettre aux créanciers gagistes de réagir. Ça, c'est un exemple. On peut donc perdre des parts de marché, on peut avoir des interdictions d'exporter vers certains pays, etc. Il y a une autre série d'événements qui sont les événements corporate. Donc, il y a peut-être des prises de contrôle hostiles. Et on sait que le preneur hostile, il n'a qu'une chose en tête, c'est de liquider cette société pour se débarrasser d'un concurrent. Donc là aussi, évidemment, ça doit être un événement contre lequel je dois pouvoir me protéger avant que la société soit dépecée et qu'il n'y ait plus rien qui reste. Donc je crois que tous ces risques-là, dont les grandes opérations, sont des risques réels. C'est pas des. Et alors, nous avons une jurisprudence que je trouve extrêmement intéressante, qui a aussi tenu compte de certains raisonnements financiers, le fait qu'on doit respecter comme groupe de sociétés, qu'on doit respecter comme société un certain nombre de ratios d'endettement, de ratios de liquidité, etc., ça peut être très, très important parce que si vous ne respectez pas ces ratios, vous risquez d'aller dans le mur et voilà. Et donc, il faut pouvoir de nouveau laisser la possibilité aux créanciers gagistes d'intervenir. J'ai assez parlé, je pense, sur ce sujet. Non, tu ne parles jamais assez, Alex. Mais je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Si je t'ai bien compris, en tout cas, cette façon de voir le gage comme dans une analyse plus économique de la situation me plaît bien, puisqu'en définitive, le créancier qui prend en gage des actifs, c'est parce qu'il a pris un risque en prêtant de l'argent, normalement, et il mesure ce risque par rapport aux actifs qu'il a financés. Et le cas échéant, il voudrait pouvoir reprendre le contrôle de ces actifs, puisque
il y a des situations assez fréquentes où finalement le prêteur a financé la valeur de l'actif dans une grande partie de l'actif en question. Donc, il veut pouvoir reprendre le contrôle. Et donc, il ne faut pas se bagarrer ici sur des termes juridiques qui peuvent avoir une certaine ambiguïté, comme le caractère accessoire ou non. Il faut se fier à la liberté contractuelle et aux parties de définir quels sont les éléments à partir desquels le créancier considère que le risque s'est suffisamment concrétisé pour qu'il puisse commencer à agir. Pas en allant nécessairement jusqu'au bout, mais éventuellement, comme Laurence l'a dit, dans un premier temps, en prenant le contrôle politique en exerçant ses droits de vote et éventuellement en allant plus loin par la suite. Mais pas de faire ça de manière graduelle par rapport à une appréciation du risque qui tient compte de l'économie de la transaction et sans s'arrêter ici sur une analyse qui dépendrait de mots ambigus. Mais alors ce risque, pour le créancier, évidemment, il tient compte également de l'attitude que vont avoir les tribunaux au moment où il va réaliser le gage. Là, la réponse donnée pour l'instant par la jurisprudence consiste à dire, éventuellement, si vous avez réalisé votre gage de manière totalement illégitime, de manière frauduleuse ou abusive, on peut vous en tenir responsable. Mais est-ce que c'est le seul risque qu'encourt le créancier? Est-ce qu'il court éventuellement aussi le risque a priori qu'on le bloque dans la réalisation du gage? Ou est-ce que son risque essentiel est celui d'une mise en jeu de sa responsabilité? Et dans ce dernier cas, est-ce que ce n'est pas une solution suffisante pour veiller au respect légitime des droits? Merci André. Patrick, je ne sais pas si tu voulais dire encore quelque chose, toi, peut-être sur le caractère accessoire Ah, excuse-moi. Oui. Je réponds d'abord. Ok, ça, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Bon, je crois que André, tu as très bien illustré le problème, et je crois qu'il faut là la réponse, elle est non seulement dans la réponse est d'abord dans la directive, hein, puisque il suffit de se référer à l'article 4 de la directive Financial Collateral, où la volonté de mettre toutes ces procédures de réalisation à l'abri de challenges a priori, etc., a été clairement exprimée. Et cette logique a été reprise par le législateur luxembourgeois. Et quand on lit les travaux parlementaires, bon, je connais la discussion sur les travaux parlementaires, mais moi j'adore les travaux parlementaires depuis que je suis jeune avocat, parce qu'on y trouve toujours de très bonnes explications. Dans les travaux parlementaires aussi, on dit il faut que ce soit watertight. Hein. Watertight, c'est-à-dire si nous réalisons en accord avec les dispositions de notre contrat de gage, eh bien, en principe, il ne peut pas y avoir, par voie de référé, ex ante, un blocage. Et là, la jurisprudence est claire. Et je pense que c'est une très bonne chose, parce que c'est exactement ce que la directive voulait et ce que le législateur luxembourgeois a dit, ben c'est ça, c'est que nous voulons dans la loi. Et alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'en principe, je ne peux donc pas bloquer une exécution. Hein, et le juge de référé sera incompétent, que ce soit le référé urgence, le référé sauvegarde, etc. Par contre, si je ne suis pas content, je peux évidemment toujours intenter une action au fond pour examiner les questions de responsabilité dans cette réalisation. Parce que, effectivement, nous sommes quand même tenus par l'article 1134 aussi, et 1135, c'est-à-dire
l'exécution des conventions de bonne foi, les obligations implicites, etc. Et donc, même si j'ai un droit, etc., bon, il peut arriver que si je l'ai exercé de manière abusive, je ne suis pas encore la fraude abusive, ben, peut-être que je verrai ma responsabilité engagée, parce que la sanction, évidemment, et ça s'évolue aussi par le législateur, la sanction, c'est que si jamais j'arrive à prévaloir dans une action en responsabilité contre le banquier qui aurait réalisé, etc., eh bien, ce ne sera jamais l'annulation de ce qui s'est fait, ce sera tout simplement une réparation par équivalence, c'est-à-dire il y aura des dommages et intérêts. Bon, alors, ça c'est donc, je dirais, le 99.9% of the cases. Il y a, et nous la connaissons tous, une décision qui a d'abord été prise en 2013 en première instance, qui a été ensuite prise en 2017 en deuxième instance, et puis il y a la Cour de cassation qui a aussi statué là-dessus, qui, par exception, a retenu, et je crois d'après les faits de l'espèce, à juste titre, a trouvé que si, au-delà d'un abus qui ne pourrait être sanctionné que, avec la jurisprudence actuelle, que par des dommages et intérêts, si l'abus est un abus tellement grave que on peut dire que c'est une... Bon, c'est déjà presque de la fraude, c'est des manœuvres dolosives, c'est malicieux, etc. Alors là, effectivement, dans cette espèce, il a été admis que, au fond, par après, ex post, que donc l'opération, l'appropriation ne pouvait pas sortir, ou la réalisation ne pouvait pas sortir ses effets. Mais c'est très, très exceptionnel, et il faut dire qu'en l'espèce, quand on regarde les faits qui étaient à la base, il faut quand même dire que la banque qui avait procédé à la réalisation, on avait mis en place d'abord une première opération. Je pense, Alex, tu n'as pas besoin de ok, ça va. Voilà. Donc, c'est exceptionnel. Puisque tout le monde la connaît. Mais je pense que c'est très clair, puisque, en définitive, le banquier qui aura prêté de l'argent, pour prendre l'exemple d'un banquier qui est créancier gagiste, il peut, lorsque le gage est soumis à la loi de 2005, être dans une position relativement confortable en ce qui concerne les possibilités dont il a convenu avec le constituant du gage. Après, évidemment, il doit les utiliser de manière réfléchie, comme cela a été dit à plusieurs reprises. Voilà, je pense que nous avons fait un très beau tour de table de ces différents thèmes que vous retrouverez, ceux qui nous écoutent, dans le livre. Le livre est évidemment beaucoup plus riche puisqu'il y a des contributions qui n'ont pas été représentées autour de cette table, et puis tout ce qui a été dit par les orateurs est très largement approfondi dans l'ouvrage en question. Donc je voudrais, au nom de Philippe et de moi-même, les remercier très vivement d'avoir participé à cette table ronde, de nous avoir éclairé encore davantage sur cet instrument, je dirais plutôt exceptionnel que dérogatoire, comme certains le qualifieraient, exceptionnel par sa solidité juridique, par la sécurité juridique qu'il confie au Luxembourg, aux créanciers. C'est une très bonne chose pour la place, et je me permettrai d'inviter tous ceux qui nous écoutent à s'intéresser très vivement à cet ouvrage qui vaut la peine de se retrouver dans toute bonne bibliothèque de droit. Un grand merci.